Bienvenue dans Entre-deux, le débat d'entre-deux tours des élections législatives organisé par Ouest France et LMTV Sarthe pour la deuxième circonscription de la Sarthe. D'abord un mot sur cette circonscription Est, Le Mans, Champagné, ça va de Champagné à Bouloir, en passant par Sciez-le-Philippe au nord, Arnage, Ruaudin au sud. Au Mans, on peut citer les quartiers des Sablons et les quartiers sud. La circonscription compte 32 communes pour 121 000 habitants. Elle est principalement en zone urbaine, périurbaine. Et pour débattre avec nos deux candidates présentes sur ce plateau, je vous les présente par ordre alphabétique. Eh bien, Angéline Furet, candidate du Rassemblement national. Vous avez 40 ans, vous êtes écrivain public au Mans installé à votre compte. Vous avez une formation en droit et en sciences politiques. Vous n'avez pas de mandat politique à ce jour et votre score au premier tour était de 20,94%. En face de vous, Marietta Karamanli, vous êtes la députée sortante de cette circonscription. Vous avez 57 ans. Vous êtes docteur en sciences politiques et enseignante de métier. Vous briguez un 4e mandat. Vous vous présentez dans le cadre de l'accord de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Pour rappel, vous avez été exclu du Parti socialiste en 2020 pour vous être présenté au municipal face à Stéphane Le Foll, candidat désigné du parti. Et votre score était de 36,53% à l'issue du premier tour. Vous êtes la candidate la mieux qualifiée de ce premier scrutin. Mais tout de suite, le débat. On commence ? Alors, on commence avec le thème de la santé, si vous voulez bien. La Sarthe est devenue un désert médical, c'est un constat partagé par tout le monde. Quelles mesures pourriez-vous préconiser pour que la situation s'améliore ? Alors, nous avons plusieurs mesures que nous avons déjà exposées dans notre profession de foi, parce qu'effectivement, c'est dramatique. Ça fait partie de la déconstruction des services publics qui est en cours depuis plusieurs années, menée aussi bien par des gouvernements de gauche que de droite. Donc déjà, la première des mesures, c'est la fin de cette politique de rentabilité des services publics et donc de l'hôpital public. Et donc, effectivement, remettre le service et les moyens au cœur du médical, avec notamment la suppression des ARS et un binôme médecin administratif à la tête des hôpitaux. Je tiens à préciser que mon opposante a voté sur ce sujet en 2016 la loi Marisol Touraine, qui a notamment participé à la fermeture de milliers de lits. Évidemment, nous réintégrerons les soignants qui ont été persécutés par M. Emmanuel Macron. Et puis, pour ce qui est de faire revenir les médecins, nous sommes pour une obligation d'installation après leurs études qui sont payées par les impôts des Français dans les territoires désertés, mais également, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement punitif, des positions fiscales, des incitations fiscales pour que ces jeunes médecins se sentent bienvenus dans nos territoires et évidemment travailler également l'attractivité des territoires. Mais ça, ce sont les autres sujets que nous allons aborder plus tard. Marietta Karamanli, une réponse d'abord aux attaques de Madame Furet. Chacun est libre d'attaquer. Moi, je réponds à la question. La question d'abord de médecins, elle date effectivement. Et ces dernières années, justement, ça s'est aggravé. Et pendant ce dernier mandat, je n'ai fait que porter des propositions qui, me semble-t-il, certaines aujourd'hui sont en bonne voie et d'autres restent encore à activer. Pour les médecins, il faut jouer sur plusieurs leviers. D'abord, la formation, c'est-à-dire ouvrir cette formation donc, avec le numerus clausus, c'est en voie, ça c'est pour l'avenir. Mais pour aujourd'hui, il faut d'abord agir sur le zonage de la répartition des médecins. Zonage qui est décidé bien sûr par l'ARS, mais qu'aujourd'hui dans la Sarthe, ça fait 9 ans que le zonage n'a pas été revu. Ce qui fait qu'ils n'ont pas anticipé les départs en retraite et la non-installation. Il faut aussi faire en sorte de le faire avec les médecins, des jeunes médecins particulièrement, et qui sont partants pour venir s'installer, mais pour venir aussi avec un projet, à proximité des hôpitaux, à proximité de partage des pratiques, me semble-t-il. La formation aussi d'autres professionnels, des infirmiers, des soignants autour, et aussi une valorisation, je dirais. Aujourd'hui, les hôpitaux sont tenus par des internes. Les internes sont payés 1 500 € par mois pour 80 heures minimum par semaine dans l'hôpital. Ce n'est pas normal. Donc, la 4e année que j'ai proposé, qu'elle soit finalement sur la base du volontariat professionnalisante avec une rémunération de médecins de ville, fait que ces jeunes médecins qui
pratiquent différemment aujourd'hui pourraient être mieux impliqués sur le territoire. Vous avez toutes les deux mentionné l'ARS, l'Agence régionale de santé. Est-ce que vous jugez que l'échelon régional est le bon pour gérer ces questions de santé? Vous avez parlé de zonage aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous proposez un autre maillage territorial pour gérer la santé? Tout à fait. Pour moi, c'est au niveau de la préfecture de région que la santé doit être gérée et non pas par des millefeuilles administratifs comme c'est actuellement le cas qui paralysent et bloquent la santé publique et le système de santé. Justement, actuellement, l'ARS, c'est au niveau régional, c'est au niveau de la préfecture Mais de région. Ce n'est pas la préfecture de région Si, qui a le c'est pouvoir, avec le Madame préfet. Caramanli. Non, mais c'est avec le préfet de région, madame. C'est en Donc, collaboration, ce n'est Ah pas ben voilà, le préfet de mais région qui a le mais les pouvoir. préfets ne sont pas des médecins. Je pense que la question de l'ARS font leur travail. Le seul problème, c'est une réponse administrative. Or, nous avons besoin plus que l'ordre des médecins soit encore plus actif, plus activé sur le territoire, avec des moyens parce qu'ils connaissent leur père. Mais à l'échelon départemental. Donc, À l'échelon départemental également, avec une vision bien sûr nationale et régionale. Il ne s'agit pas justement de ramener à l'échelon uniquement départemental. Par contre, prendre en considération la situation départementale. 97e, la Sarthe sur 100 départements désertifiés, ça, ils le savent depuis très longtemps. Et on n'attend pas 9 ans pour revoir un zonage, il faut le réactiver. Mais ce n'est pas uniquement l'ARS, c'est aussi au niveau de l'État, parce que la loi aujourd'hui permet des réponses adaptées au territoire. Exemple, les régions montagnardes qui ont un système adapté, eh bien, les régions déficitaires pourraient avoir aussi un système adapté. Est-ce qu'il faut contraindre, Marietta Karamanli, l'installation des médecins sur les territoires sous-dotés comme nous? Je rappelle que 13% des Sarthois n'ont pas de médecin traitant, tout simplement. Moi, je dirais, avant de contraindre, il y a énormément de mesures qui n'ont pas été mises en place. Premier élément. Donc ça, il faut d'abord activer ce qui est dans la loi, parce que faire des lois tout le temps sans forcément les appliquer, ce n'est pas une bonne chose. Donc moi, je demande à ce que ces mesures-là puissent être mises en place sur le territoire. La contrainte, ça ne va pas répondre à tous les niveaux, parce que vous savez, on peut contraindre quelqu'un. Mais s'il ne veut pas s'installer, il va s'installer hors convention. Donc, qui paiera ? Et puis la deuxième question, c'est aussi faire en sorte que, avec les autres partenaires paramédicaux, mais aussi des mutuelles, regardons sur la Sarthe, plusieurs organismes mutuels ont porté des réponses avec justement des fonctionnements qui étaient bien adaptés et bien entendus. Et aujourd'hui, il faut aussi intégrer la question du médecin traitant. Angéline Furet, la contrainte des médecins, vous en avez légèrement parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. C'est ce qui est appliqué dans l'éducation nationale aux professeurs des écoles. C'est ce qui est appliqué aussi suite aux grandes études, grandes études militaires à nos officiers. Donc il me semble très justifié que ce soit appliqué aux médecins, mais encore une fois, ça ne doit pas être une contrainte punitive. Ils doivent comprendre que la société leur a donné l'opportunité de faire de très belles études et que nous leur sommes reconnaissants de travailler pour nous et que, en parallèle de leur demander de s'installer, nous faisons en sorte qu'ils soient bienvenus et qu'ils soient des notables comme cela se doit et non pas comme aujourd'hui, la plupart du temps, le personnel soignant et les médecins font part d'une grande souffrance et notamment suite à la crise du Covid où au début ils étaient applaudis par le peuple pour après être délaissés par l'État. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à faire et effectivement, je me demande comment cela se fait que ça n'ait pas été fait avant, si vous avez les solutions, Madame Karamanli. Je ne suis pas le gouvernement. Il y a la possibilité, enfin en tout cas dans le débat public, on entend parler beaucoup de la fin du conventionnement dans les zones sous-dotées de médecins, par exemple. C'est quelque chose que vous souhaiteriez ? Tout à fait, oui. Je pense que la fin du conventionnement permettrait aux médecins d'avoir aussi une meilleure rémunération. On peut voir qu'il y a une attractivité de certains territoires, notamment la Côte d'Azur, où tous les médecins souhaitent aller et où la population, en tout cas une certaine frange de la population, n'a pas la même situation économique. Donc il faut que les médecins, avec un plafond bien évidemment, de manière à ce que les personnes les plus modestes aient toujours accès aux soins et avec une collaboration renforcée, médecins de ville, hôpital. Ça aussi, c'est très important. L'un ne va pas sans l'autre, ils ne s'opposent pas. Et c'est pour ça aussi également que je suis pour que les gardes à l'hôpital, contrairement à Madame Karamanli qui voudrait instaurer une 4e année d'internat, je pense que ces personnes ont déjà assez d'années d'études. Par contre, que les gardes à l'hôpital soient défiscalisées, ça me semble une mesure de justice parce que pour les médecins de ville, elles le sont.
Marietta Karamanli, ne plus conventionner les zones surdotées en médecins, ça pourrait être une idée? Il faut de toute façon réguler, ça c'est sûr. Il y a une régulation nationale qu'il faut avoir en tête. La question seulement des médecins, il faut aussi que ce soit qui s'installent avec des bonnes conditions. On ne peut pas les attirer. Un exemple, on n'a pas évoqué l'attractivité du territoire, on a dit tout à l'heure. Vous savez qu'on a perdu 40 internes sur l'hôpital aujourd'hui, enfin dans la Sarthe particulièrement, parce que tout simplement un TGV qui desservait Angers, Le Mans, était supprimé. Ça veut dire que pour nous, en tant que territoire, puisqu'on parle de la Sarthe, c'est à la fois aussi l'attractivité du territoire, travailler avec Angers, avec Nantes, qui sont des CHU, mais travailler aussi avec la région parisienne, parce que n'oublions pas que la Sarthe, c'est l'entrée à la région. Vous m'offrez une transition toute trouvée sur la question des mobilités. Autre préoccupation évidemment quasi quotidienne ou même quotidienne des Français et des Sartois. Selon vous, comment réduire la facture de carburant et surtout comment privilégier les transports en commun, les mobilités douces? Madame Furet. Eh bien, pour ce qui est de la mobilité, donc un de nos points principaux, le Rassemblement national et que je représente, et donc les électeurs qui sont derrière moi et que je tenais à remercier pour leur vote dimanche dernier, c'est la baisse de la TVA sur le carburant et tous les types de carburant, donc une baisse de 20% à 5,5%. J'avais fait un petit calcul, ça ferait sur le samplon 98, ça ferait passer, alors maintenant on a dépassé les 2 euros, j'avais fait le calcul sur 1,98 €, ça ferait passer le litre à 1,70 € automatiquement. Donc ces taxes qui revont à l'État pour financer des dépenses sur lesquelles il y a certainement des économies à faire, doivent redonner un souffle aux travailleurs et au transport public. Le transport public, par ailleurs, a connu une hausse de 15,5% de sa TVA qui a été votée par les parlementaires en place à l'époque. Ne voulant pas attaquer qui que ce soit, je ne citerai pas de nom. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à travailler et à supprimer. À supprimer ou à baisser la TVA Mettre la TVA sur les transports publics. Le transport public est un service public. Donc, pour moi, il ne doit pas y avoir de TVA. Bien sûr, il y a la privatisation de SNCF qui est en cours, qui me semble une aberration. Et Madame, mon opposante, parlait très justement du transport public, de la SNCF et de l'impact que peuvent avoir justement la suppression d'un trajet de train. Et je pense que c'est important de travailler sur les petites lignes qui sont en train d'être supprimées, encore une fois, au nom de la rentabilité. Voilà. Marietta Karamanli sur ce sujet. Alors, mobilité, c'est un des éléments à la fois qui agissent sur le pouvoir d'achat, à la fois sur le réchauffement climatique. Et donc, il y a les deux points. Les mobilités, c'est d'abord, ça passe par un développement des transports publics, collectifs, et dignes de ce nom. Voilà, par exemple, moi, sur ma circonscription, j'ai voulu prendre le bus pour aller à Bouloir, je ne pouvais pas revenir. Donc l'accès, la facilité, c'est des éléments de développement et aussi c'est plus économique. Premier élément. Sur le rapport que j'ai présenté au nom de la Commission des affaires européennes, nous avons mis l'accent sur le multimodal, c'est-à-dire non seulement la desserte des grandes agglomérations à travers le TGV, mais aussi l'ensemble, le maillage qui est derrière, pour faire en sorte qu'on ne prenne moins la route, mais qu'on prenne plus facilement le train de proximité. Moins de 15% des Français prennent le train chaque jour. Ben oui, mais parce que vous ne trouvez pas suffisamment de trains, vous ne trouvez pas des dessertes. Vous allez chez nos voisins, les Belges, vous avez tout le temps, dans toutes les communes autour de Bruxelles, par exemple, et d'autres grandes villes, vous avez un transport vraiment performant. Il y a bien sûr dans les villes les trams, mais il y a aussi, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Charlot, sur la question des voies douces, c'est aussi faciliter également le déplacement moins polluant et doux dans les agglomérations, pas seulement dans la ville, mais aussi d'une commune à une autre. Comment on va il faut utiliser tous les moyens. Et puis, je parlerai peut-être aussi au travers de ces mobilités, c'est faire en sorte qu'on travaille avec les entreprises aussi sur le dernier kilomètres pour éviter à ce qu'il y ait trop de camions et de véhicules de ce type-là qui interviennent et qui posent des questions, qui ne trouvent pas où se garer, ça coûte cher aussi pour les entreprises. Voilà, le maillage. Merci. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On a parlé un peu environnement, et bien c'est économie-environnement.
Et on continue avec vous, Marietta Karamanli. Les jeunes font de l'écologie, on le sait, et de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. Comment inciter les collectivités, les entreprises, les citoyens également à œuvrer en ce sens? Sur l'écologie, finalement. Là, donc, sur l'écologie, effectivement, c'est le quotidien. Je dirais, c'est comme pour l'énergie, quand on disait, c'est la meilleure, celle qu'on ne dépense pas, qu'on ne consomme pas. Je pense qu'il y a à la fois des incitations pour faire en sorte que ça passe par l'agriculture, que ça passe par l'alimentation. Ça permet effectivement d'attirer des agriculteurs également à proximité avec la liaison entre collectivités et agriculteurs de proximité pour la restauration. Ça fait partie un petit peu des choses. C'est aussi, les jeunes aussi attendent un petit peu les mobilités, nous l'avons parlé, nous l'avons évoqué, mais les entreprises aussi également attendent à ce qu'ils puissent être accompagnés. Comment l'État peut plus les inciter, justement? Les inciter, c'est faciliter aussi les normes, faire en sorte que les normes ne soient pas, qui s'imposent un peu partout, prennent en compte leurs besoins. Je le disais tout à l'heure sur les mobilités, c'est la question aussi du dernier kilomètre. C'est faire en sorte que les petites entreprises de 50 salariés, c'est celles qui se développent le plus aujourd'hui en France et ailleurs dans d'autres pays. Et donc s'investir sur des domaines de la santé, de l'alimentation, des énergies, c'est aussi de l'attractivité. De global. Angéline Furet, vous avez 2 minutes si vous le souhaitez, si vous souhaitez les prendre tout de suite pour parler de ce sujet. Comment inciter les entreprises, les collectivités, les citoyens à faire plus pour l'écologie? Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, je ne différencie absolument pas écologie et économie. Ce ne sont pas deux choses qui s'opposent. Je ne considère pas que l'austérité et le retour à la bougie et à la chandelle la nuit soient la solution. Je pense que c'est le localisme et justement le maillage territorial qui feront à la fois l'attractivité de notre territoire pour les professionnels, dont les professionnels de la santé dont nous parlions, mais également qui est la clé pour les entreprises, puisqu'avant, les gens habitaient, quand nous avions ce mariage de petites entreprises, je pense à l'imprimerie qui a fermé et qui était sur la 2e circonscription, ils habitaient à côté. Pour retrouver un travail, après, ils doivent se déplacer. Et effectivement, c'est là où la voiture intervient. Et donc, on ne peut pas culpabiliser ces gens et les punir avec de l'écologie punitive en augmentant les prix des carburants et en leur disant que d'ici 2035, ils sont obligés d'acheter une voiture électrique qui n'a rien d'écologique parce que derrière, il faut produire l'électricité pour charger la voiture. Or, pour l'instant, nous ne la produisons pas avec nos 27 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Donc, je pense que c'est vraiment justement d'aider ces TPE et PME à vivre pour que les gens puissent travailler proche de chez eux, avoir du temps en famille. Pour moi, tout ceci est lié. C'est le bien-être de l'homme, le bien-être de la planète qui ne s'oppose pas à une production de qualité et non pas de quantité pour une compétition effrénée entre tous les pays du monde. Voilà, il faut savoir préserver notre mode de vie. Vous parliez du nucléaire, vous êtes pour l'arrêt du nucléaire? Absolument pas, bien au contraire. Le nucléaire est vraiment le cœur énergétique, en tout cas était de la France, puisque nous étions exportateurs d'électricité jusqu'ici, et que maintenant nous allons importer l'électricité. Donc nous achetons, ce qui est un drame financier, de l'électricité, alors que pourtant le nucléaire vient d'être déclaré énergie verte. Alors mon opposante me répondra qu'effectivement nous avons des problèmes pour l'instant pour traiter les déchets, et justement je pense que c'est là où il faut mettre les investissements pour la recherche et le développement et trouver comment traiter, recycler et mettre un mix énergétique, c'est-à-dire que le nucléaire va avec l'hydroélectricité que nous avons, qui est développée en France, et après nous pouvons coupler à titre personnel ou sur les entreprises agricoles, puisque les agriculteurs sont en pointe, avec des installations de panneaux solaires sur les toits. Mais voilà, le nucléaire est la force de la France. Il ne faut surtout pas que nous perdions notre indépendance énergétique que Emmanuel Macron a déjà bradée aux Américains avec Alstom. Pardon. Oui. Marietta Karamanli, juste sur le sujet du nucléaire, rapidement. Alors, sur le sujet du nucléaire, j'ai déjà écrit en plus dans le dernier rapport que je présentais à l'Assemblée nationale, qui consiste finalement à travailler sur le mix énergétique nécessaire aujourd'hui, dans la stratégie qui a été présentée par l'Union européenne, et faire en sorte qu'on fixe un prix carbone de l'énergie par l'État, qui fait qu'on intègre de la production
aux déchets, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous ces chiffres-là. On n'apprend que la production, certes, mais on ne traite pas la question des déchets pour tous les différents types d'énergie. Développer, bien sûr, le plan photovoltaïque et solaire et l'hydrogène, et donc pour cela, il faut investir dans la recherche. Et aujourd'hui, la recherche n'est pas suffisamment boostée dans le domaine pour faire en sorte qu'on apporte des réponses adaptées. On va passer à la troisième partie de l'émission. Vous allez l'une ou l'autre siéger dans quelque temps à l'Assemblée nationale. Vous serez amené à voter les lois. On passe aux questions. Je vote, je ne vote pas. Alors, première question pour vous, madame. Alors, êtes-vous favorable au développement des éoliennes sur notre territoire? Donc, bien évidemment, non. Pour moi, les éoliennes sont surtout une bulle spéculative qui s'est servie de l'écologisme comme emballage pour détourner des fonds publics en faveur d'entrepreneurs plus ou moins bien intentionnés. Par ailleurs, le côté écologique des éoliennes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un socle béton monstrueux et un défrichement quand elles sont installées en forêt, enfin quand elles ne sont pas installées en mer, qui est terrible, un impact sur les animaux. Et quand vu qu'elles produisent une énergie alternative, on peut le voir chez nos voisins en Allemagne, ils ont été obligés de réouvrir les centrales à charbon. Donc je me demande où est la logique écologique. Marietta Karamanli, c'est à vous. Alors je rappelle, vous pouvez tomber sur la même question. On n'est pas loin. Êtes-vous favorable au développement du photovoltaïque sur notre territoire? Donc, j'ai rappelé tout à l'heure, effectivement, que j'étais pour, y compris le solaire, parce que c'est des voies aujourd'hui prometteuses dans l'énergie, mais tout en respectant finalement aussi les terres agricoles et qui doivent aussi être là pour nourrir les Françaises et les Français. Deuxième question. C'est à vous. Êtes-vous pour un retour à un septennat unique? Je lis également ce qui est entre parenthèses, proposition d'Emmanuel Macron. Eh bien, effectivement, non pas parce que c'est une proposition d'Emmanuel Macron, mais parce que le Rassemblement national est un parti de gouvernement qui est capable de trouver des compromis ou de se mettre d'accord avec ses adversaires quand c'est dans l'intérêt de la France. Effectivement, il me semble que le septennat est un temps beaucoup plus approprié au temps présidentiel, et ça permet de déconnecter la présidentielle des législatives, puisque nous avons pu voir avec le taux d'abstention sur la deuxième circonscription qui est terrible, qui est de 57% sur notre circonscription, qu'il y avait un désintérêt puisque les présidentielles ont été jouées il y a quelques mois. Bon, je pense aussi qu'il y a un sentiment de la part des abstentionnistes que la politique ne sert plus à rien, que ça ne sert à rien de voter, puisque quand ils donnent leur avis, notamment comme en 2015 avec l'Europe, le vote pour voilà, le vote de Maastricht, oui. Après le Congrès a voté pour, dont Madame Karamanli. À Marietta Karamanli pour la troisième. Êtes-vous favorable au recul de l'âge légal de la retraite? Non. Je ne suis pas favorable parce que d'abord, économiquement, aujourd'hui, le système et le calcul qui a été fait de repousser à 65 ans, ça n'apporte rien, franchement. Ça n'apporte rien financièrement. On n'a pas besoin pour financer les retraites, en tout cas. Voilà. Si c'est fait, c'est pour payer autre chose qui n'a rien à voir, et pour ça, il y a d'autres propositions à faire. Je suis favorable pour qu'on puisse garder les annuités nécessaires pour pouvoir partir avec une pension digne de ce nom, digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui les retraités ne sont pas suffisamment rémunérés, et également intégrer dedans non seulement les longues carrières que nous avons fait précédemment, mais qui a été supprimée, mais également la question de la pénibilité des métiers, avec une évolution des pénibilités, parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément toujours les mêmes métiers qui sont les plus pénibles. Sur cette question peut-être de l'âge, je trouve que voilà, c'est une question tellement, tellement globale. Peut-être pouvez-vous vous prononcer sur ce thème-là? Alors, bien évidemment, la question était favorable au recul de l'âge à 65 ans, donc bien sûr que non. Et nous soutenons les 40 annuités. Quel que soit l'âge, une personne qui a commencé à 14 ans, ce n'est pas du tout la même chose qu'une personne qui a commencé à 30 ans ou à 25 ans. Voilà. Allez, une dernière question. On a une minute pour y répondre.
Bien-être animal, pesticides. Considérez-vous que le monde agricole en fait assez? Eh bien, écoutez, nous étions il y a une semaine et demie, 2 semaines, à la réunion avec la FDSEA et le monde agricole, chez Monsieur Clément, qui a une magnifique exploitation. Et oui, je peux vous certifier que les agriculteurs, nos agriculteurs, sont des amoureux de la nature. Et qu'effectivement, quelques cas sont médiatisés où il y a de la maltraitance animale, où il y a de l'abus sur les produits chimiques, mais il y a une évolution exceptionnelle depuis les années 80 dans leurs pratiques. Et puis, il faut savoir que nous parlons de pénurie alimentaire, mais si nous passons au zéro pesticide, la production alimentaire ne sera pas la même. Je pense qu'il y a de la place pour tous les types de production, que ce soit le bio, que ce soit le raisonné ou que ce soit le conventionnel. Merci Ingénie Fury, il faut arrêter. À vous, Marietta Karamanli. Eh bien, allons. Oui, bah alors une autre question, puisque c'est la même, c'est 2 fois la même. C'est 2 fois la même, alors vous pouvez. Et vous avez une minute pour répondre. Alors, oui, considérez-vous que le mandat de député doit être limité à une seule période de 5 ans? Non. Parce qu'en 5 ans, effectivement, c'est pas là où on arrive à développer l'ensemble des politiques. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un petit tour en s'en vont. On l'a vécu en 2017, des personnes qui sont arrivées et qu'on n'a jamais revues par la suite. Et il faut vraiment l'ancrage territorial, il faut vraiment l'ancrage proximité. C'est pour et ça travail. que vous y retournez pour Oui, un quatrième éventuel parce mandat. qu'en fait, il y a aussi cette question, non seulement du travail sur le fond qui doit se faire, et ça prend du temps. Le temps administratif est plus long que le temps de la construction, comme on dit. Mais c'est aussi surtout l'ancrage territorial. Faire en sorte qu'on soit près de nos concitoyens pour qu'on puisse porter. Député, ce n'est pas uniquement voter une loi, évaluer et contrôler, c'est aussi être le relais et faire des propositions. Merci mesdames, à peu de choses près, vous êtes à 10 minutes 17 pour Marietta Karamanli, 10 minutes 40 pour Angéline Furet. Merci à toutes les deux d'avoir débattu sur ce plateau. Vous pouvez retrouver, chers téléspectateurs, dès ce soir, le débat à 23h30, 9h30 demain matin, 13h30 et 21h30 dans la journée de mercredi, donc pour le débat de cette deuxième circonscription. Rendez-vous également sur le site Ouestfrance.fr. Merci à tous.